Bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ce par quoi je souhaitais commencer, c'est la généricité. Et puis sa mise en œuvre, bien sûr, en C++, qui est un petit peu particulière. Ce mécanisme est plus connu sous le nom de template, et il est particulièrement disons, il peut être compliqué à mettre en œuvre. La raison étant que la puissance d'expressivité qu'on obtient avec les templates est la plus puissante qu'on peut obtenir. Et je vous montrerai quel genre de bricolage on peut faire avec les templates un peu plus tard, notamment ce qu'on appelle la métaprogrammation en C++, c'est-à-dire faire calculer le compilateur lui-même. Voilà. Néanmoins, si on utilise les templates de façon raisonnable ou raisonnée, ou tel qu'on s'y attend, si on essaie de mettre en œuvre en C++ les mécanismes de généricité, par exemple de Java, qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, mais bon, vous voyez l'idée, c'est qu'on puisse paramétrer quelque chose via des types, c'est-à-dire qu'effectivement là on est déjà au niveau de ce qu'on appelle la métaprogrammation, puisque ce que le compilateur va faire, c'est de générer des types, puis ensuite il va compiler ces types dans du code. Mais votre programme n'exprime pas directement des types, hein, il exprime des modèles de types. Donc on est d'une certaine manière dans un niveau supérieur de programmation, puisqu'on exprime en un seul programme un ensemble de choses manipulées qui seront manipulées ensuite par un programme. Bon, et puis c'est encore différent de la mise en œuvre de la généricité en Camel, pour ceux qui font du Camel. Voilà. Mais ça fait partie de cet ensemble de constructions ou de concepts de la programmation que l'on nomme le polymorphisme. Hein, il y en a au moins deux que vous connaissez déjà. Le premier polymorphisme, c'est le polymorphisme le plus simple, qui est effectivement très simple, même du point de vue des compilateurs, qu'on appelle la surcharge. Enfin, sa mise en œuvre en C++, c'est la surcharge, par exemple. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme ad hoc. C'est vraiment très pauvre. Le polymorphisme un peu plus puissant, qui est même beaucoup plus puissant que le ad hoc, c'est le polymorphisme par sous-typage. Donc c'est celui qui vous permet d'écrire un programme et de pouvoir réutiliser ce programme dans le futur avec des nouveaux types, sachant que les nouveaux types ont une relation particulière avec les types avec lesquels vous avez exprimé votre programme. Et cette relation, c'est la relation de spécialisation, quoi. Si vous faites un sous-type d'un type déjà existant, vous pouvez utiliser ce sous-type dans le programme qui est exprimé à l'aide du type. Hein, j'avais parlé de ça, c'est la propriété de substitution de Liskov, vous trouverez ça si... Voilà. Et puis il y a quelque chose de plus général, enfin un polymorphisme plus général qui est le polymorphisme généralisé si vous voulez, ou la généricité. Et donc vous allez voir que l'idée est assez simple en réalité, hein, au départ, et puis après quand on creuse, c'est fondé scientifiquement ce mécanisme. C'est un mécanisme assez puissant, il permet de raisonner, enfin d'écrire des programmes qui génèrent des programmes, ce genre de choses. Alors il y a deux mises en œuvre possibles de la généricité en C++. Je vais commencer par le modèle de classe, parce que celui-là il est plus... Enfin l'autre n'est pas très surprenant non plus en vérité, mais puisqu'on est dans le cas de la programmation objet, on a envie de s'intéresser de prime abord aux classes, puisque c'est la mise en œuvre des objets, c'est la façon de mettre en œuvre des objets en C++. Et donc on a des problèmes de modèle de classe. Alors c'est assez simple, hein, le fil par lequel on déroule la pelote, c'est souvent celui des containers. Alors un container en programmation objet, c'est vous en avez l'habitude puisque vous avez utilisé Java, je suppose, mais c'est simplement, essentiellement, ça désigne un objet qui peut contenir d'autres objets, quelque chose, alors contenir directement ou pas, je ne sais pas, ou des pointeurs vers d'autres objets, c'est pas ça la discussion ici, hein, mais vous voulez fournir des services de gestion d'une collection d'objets. Voilà, c'est ça, vous pouvez rajouter des éléments dans un container, les enlever, enfin faire ce que vous voulez, éventuellement les déplacer, j'en sais rien, mais vous voyez que ça c'est un problème récurrent, on a besoin de stocker des structures permettant de contenir des objets,
avec des particularités. Souvent, ce sont des structures dans lesquelles on voudrait que tous les objets soient du même type. Toujours pareil, sous-entendu qu'on est dans le monde des objets, donc on a le droit à la relation de sous-typage, et que si vous créez une collection d'objets A, vous pouvez bien entendu mettre à l'intérieur des objets B, pourvu que B soit un sous-type de A. Sous-type direct ou pas, ça n'a aucune importance. Mais la question importante, c'est comment éviter de redéfinir à chaque fois cette structure, parce qu'évidemment, vous en avez besoin sans arrêt. Alors voilà, vous avez besoin d'écrire une application qui peut représenter la liste des membres d'un club, alors vous définissez ça comme vous voulez, peu importe en fait ce que c'est que le membre d'un club, ça ne m'intéresse pas. Mais vous commencez certainement par écrire à un certain moment quelque chose comme ça. Vous définissez votre club de hockey comme, je sais pas quoi, une collection de membres du club, et donc c'est un double pointeur, je sais pas quoi, votre structure qui contiendra la structure physique qui représentera la liste des membres de ce club, et puis vous mettez toutes les méthodes adéquates permettant de gérer la relation qu'il y a entre les éléments et la collection elle-même, donc de quoi rajouter un membre, de quoi récupérer un membre du club par son numéro d'identification, je sais pas quoi, enfin, toutes les méthodes habituelles. Donc là, rien de surprenant, à part le fait que ici c'est extrêmement simplifié, mais vous enrichissez ça comme bon vous semble, ça m'importe peu ici. Et puis, bien sûr, vous écrivez une autre application, on a trouvé que vous étiez un spécialiste de l'écriture des applications permettant de gérer les membres d'un club. Alors votre deuxième application, c'est d'écrire une application qui gère un club de bridge. Alors vous avez la liste des membres du club de bridge. Alors vous recommencez. Couper-coller, ce que vous voulez. Mais essentiellement, vous faites la même chose. C'est comme pour les tris en algorithmique, vous réécrivez sans arrêt tout le temps les mêmes tris, simplement c'est les types qui changent. Alors après, il peut y avoir évidemment des petites variantes. Là, c'est pas exactement la même chose, c'est pas des clubs, mais bien sûr, tout d'un coup, on vous demande d'écrire une troisième application qui est, je sais pas quoi, il faut gérer la liste des étudiants du cours de C++. Ça existe. Il y a un système informatique qui contient ça. Donc il faut bien écrire du code comme ça, et on écrit ça. Alors évidemment, on écrit toujours pareil, le même genre de choses. Simplement, ça s'appelle pas, je sais pas quoi, club, ça s'appelle pas liste, mais c'est toujours les mêmes structures. Parfois, les noms changent, pareil pour les méthodes, mais c'est toujours la même chose qu'on veut. C'est essentiellement écrire quoi? Si je factorise, si je fais l'effort mental de factoriser ce qu'il y avait de commun à ces différentes implémentations, je les ai rendues suffisamment communes pour que cette opération soit simple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la méthode qui s'appelait add élément, elle s'appelle ajoute élément. Donc voilà, ce n'est pas une opération purement syntaxique. C'est une opération un petit peu sémantique. Et vous voyez bien que ce qu'il y a à faire, c'est simplement d'abstraire en disant que ce qu'on obtient, c'est une collection de choses. Ça s'appelle ni un club, ni une liste, ni je sais pas quoi, mais vous trouvez un nom générique qui va bien. Ici, j'ai considéré que ce que je voulais exprimer, c'était le fait qu'on voulait dire que c'est une collection de choses. Et puis, le type qui changera, c'est essentiellement les choses qui sont contenues dans la collection. Le type de retour de la méthode chose at, le type de paramètres de la collection add élément, je ne sais pas si j'ai bien fait d'appeler ça add élément ou chose at, j'en sais rien, peu importe, peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu plus malin, mais c'est ça que j'ai envie d'exprimer. Et c'est bien ça que vous faites, c'est-à-dire que vous voyez, déjà, ne serait-ce que la deuxième fois, quand vous implémentez le club de bridge, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez repris votre code du club de hockey sur gazon, puis vous avez fait un couper-coller. Partout où il y avait écrit hockeyeur ou je sais pas quoi, gazon, vous avez fait un remplacement syntaxique en mettant bridge. Et vous dites ça marche. Alors bien sûr, ça va marcher. Si ça marchait pour l'un, ça marche pour l'autre. Et ça marche évidemment à l'identique. Alors quand je dis ça marche à l'identique, ça veut dire que si d'un côté il y a un bug, vous avez copié-collé un bug. Alors vous allez me dire, de toute façon, c'est buggé, c'est pas grave. Oui, mais le problème, c'est que quand vous allez corriger le bug d'un côté, il faudra le corriger dans toutes les autres implémentations que vous avez obtenues par copier-coller depuis ce bug. Et ça, c'est déjà nettement moins facile. Comment j'avais obtenu cette classe? Est-ce que c'était par copier-coller? Depuis laquelle? J'en sais rien. Donc ça, c'est compliqué. Il faut toujours faire ces choses-là manuellement, mais évidemment, qui dit copie, dit copie de bug. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Alors une façon de faire ça, c'est-à-dire plutôt que de remplacer ce qui est en souligné ici par les choses adéquates, je sais pas quoi, club de bridge et hockeyeur sur gazon et puis étudiant ou je ne sais quoi, eh bien on va générer un patron, c'est-à-dire un modèle dans lequel on va simplement abstraire. Alors je suis désolé, aujourd'hui je n'ai pas mon pointeur laser,
Mais on va remplacer exactement la définition qui est ici par quoi? Bah, simplement par une définition syntaxique qui est la suivante. C'est-à-dire que ce que je veux abstraire, c'est simplement, vous voyez, ce que j'ai voulu exprimer par le fait qu'une collection de choses, c'est quoi? C'est des pointeurs, un double pointeur vers des choses, un paramètre chose, qui est la valeur de retour de chose at. J'ai envie de dire qu'en fait, chose, c'est justement ça que je veux abstraire. Et que je veux pouvoir remplacer ce chose par un type qui m'intéresse, un vrai type. D'accord? Eh bien, je le fais comme ça. Je déclare chose comme étant un paramètre. Mais cette fois, ce n'est pas un paramètre ordinaire, hein, ce n'est pas un paramètre qui désigne une valeur dans un type ordinaire, disons, habituel. C'est bien un paramètre, mais qui désigne une valeur qui est prise dans un ensemble de types, dans tous les types que vous voulez. Donc je définis, ça c'est ma définition générique, donc de forme de template. On appelle ça des templates en C++, parce que c'est des patrons, c'est un peu comme des patrons, ce sont des modèles. C'est ma façon C++ de définir une collection de choses. Chose, c'est mon paramètre, et c'est ça que je vais vouloir remplacer. Donc je définis ça comme une collection, et puis devant, donc classe collection, là il n'y a rien de surprenant, mais devant j'écris template, inférieur, classe, chose, supérieure. Ça c'est la définition tout à fait standard d'une classe générique en C++. Et puis vous voyez que j'utilise chose, comme si c'était un type. Je l'ai défini comme un paramètre, mais c'est un paramètre de type. Donc j'ai le droit de l'utiliser comme un type. Je définis un pointeur liste de choses, enfin un pointeur de pointeur liste de choses, vers quoi? Vers des choses. Le paramètre de A d'éléments, c'est le type chose, etc. Et quand, donc ça c'est un modèle, attention, la classe collection n'existe pas. La seule chose qui peut exister, c'est une collection de choses pour laquelle j'ai dit ce que c'était quelque chose. Collection de choses, c'est abstrait. Ni le type collection existe, ni le type collection de choses. C'est quelque chose d'abstrait. Tant que je n'ai pas dit ce que c'était qu'une chose, tout ça n'a pas d'existence à l'exécution. Donc si je veux choisir, définir ce que c'est qu'une chose, si je veux par exemple une collection d'étudiants pour représenter le cours de C++, eh bien je l'écris comme ça, je fais collection, inférieur, étudiant, supérieur, cours de CPP. Et vous voyez que le inférieur, supérieur, c'est simplement la façon de symboliser ici, là, en bas, le fait que je remplace le type chose par la valeur étudiant. Que fait le compilateur? Il fait exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire qu'il enlève template class chose, il crée un type spécial qui s'appelle collection d'étudiants, et puis partout où il y avait écrit chose dedans, en majuscule, bien sûr, eh bien remplace ça par étudiant. Si j'écris collection de joueurs de hockey, il fait la même chose, mais avec joueurs de hockey. L'avantage, c'est que je n'ai qu'une seule définition d'une collection. Je ne devrais pas dire collection. J'ai qu'une seule définition, qui est la définition de collection de choses, et puis je choisis, quand j'en ai besoin, de définir ce que c'est que la chose. Bien entendu, faites attention, chaque définition, chaque instantiation que j'ai pu faire ici, crée un nouveau type. Collection n'est pas un type, collection de choses n'est pas un type, par contre, collection d'étudiants, c'est un type. Pourvu que le type étudiant soit défini, bien entendu. Collection de joueurs de hockey, c'est un type. Et puis je peux faire des encapsulations autant que bon me semble. J'ai le droit de créer une collection d'étudiants. Collection d'étudiants étant un type, je peux l'utiliser en paramètre de ma collection, mais j'obtiens une collection d'étudiants. Et vous allez aussi loin que vous voulez, il n'y a aucun problème, pourvu qu'à chaque fois que vous fassiez une instantiation, il s'agisse d'un type qui finit par être défini. D'accord? Voilà. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut avoir avec... Est-ce que c'est le moment de parler de l'intrusion? Disons que... Allez, on parlera de ces choses-là plus tard, mais c'est pas grave. Je reviendrai sur cette histoire d'opérateur d'entrée-sortie. Alors, ça c'est bien, mais parfois, c'est pas suffisant. Vous voyez que je fais une définition qui est très générique de ce que c'est que ma collection. Je définis une collection de choses, je ne me préoccupe pas vraiment de ce que c'est qu'une chose, mais je fais une définition d'une collection de choses. Et puis ensuite, je fais une instantiation. C'est-à-dire, je prends ma collection et je veux maintenant dire, je veux une collection de joueurs de hockey,
sais pas quoi, de joueurs de bridge, d'étudiants, de ce que je veux. Est-ce que vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous faites le choix, ou plutôt que vous faites le choix d'un type pour instancier votre template ou votre classe générique, est-ce que ça vous fournit une implémentation qui est correcte? Autrement dit, alors correcte de quel point de vue? Bien sûr, elle sera correcte bon, elle ne sera pas toujours correcte déjà. Est-ce que vous êtes sûr que ça vous fournira une implémentation qui fera exactement ce que vous souhaitez? 2, est-ce que même si elle est correcte, est-ce qu'elle est efficace? Alors prenez l'exemple suivant. Vous voyez, je fais une définition vraiment très simple, qui est, j'ai envie de définir des paires d'éléments. Bon, très bien, je me définis une classe paire, d'accord? Et puis je veux abstraire le type des éléments. Donc je mets devant template classe E. Donc ça me définit une paire de E, sachant que E n'est pas défini, et je le choisirai plus tard à l'instanciation. Et puis je définis ce qu'il y a dans paire. Donc je me définis deux membres, E1, E2, et puis j'ai de quoi rajouter un premier membre dans la paire, un deuxième, je sais pas quoi, enlever ce que vous voulez, d'accord? Alors vous dites, jusque-là tout va bien, c'est une définition tout à fait ordinaire des paires, c'est parfait. Est-ce que vous êtes sûr que pour tout type E, cette structure est efficace, par exemple? Alors vous voyez que si je mets des entiers, que fait le compilateur? Il n'y a pas de problème, il va créer un type qui sera paire de int, et puis il remplacera E par int, donc il y aura deux champs E1, E2 qui sont du type int, tout va bien, et puis il y aura add premier avec comme paramètre const int E, E1 égale E, add second const int E, E2 égale E, tout ça marchera. Pas de souci. Le problème c'est que si je voulais stocker des booléens, je veux faire des paires de booléens, est-ce que naturellement vous auriez créé deux attributs booléens? Bah non, un booléen c'est vrai ou faux, alors vous dites je veux faire une optimisation, j'aurais pris un grand entier, je sais pas quoi, un long, et puis j'aurais utilisé les opérateurs bit à bit pour représenter une paire de booléens. Donc cette implémentation elle va marcher bien sûr sur les booléens. Le problème c'est qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir une paire de booléens dans laquelle vous avez deux attributs E1, E2 qui sont des booléens. Que fait le compilateur? Si vous avez un attribut booléen, bah, il ne sait pas réserver un bit en mémoire. Il ne sait pas faire ça le compilateur. Il vous réserve, il a une unité minimale de gestion de la mémoire. C'est au plus petit, c'est l'octet sur n'importe quelle machine. Donc au mieux, il vous réserve 2 octets. Il n'est pas impossible d'ailleurs quand vous déclarez un booléen en C++, il vous réserve en fait 2 entiers. Donc vous voyez un peu le gâchis, c'est que si vous déclarez, mettons que ce soit des entiers et que vous déclarez 64 booléens, bah vous avez tout perdu, vous auriez peut-être pu tout stocker dans 2 entiers, mais en fait vous allez créer 64 entiers. Donc il y a un gâchis. Donc comment faire? Bien, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle la spécialisation d'un modèle de classe. C'est-à-dire définir un modèle qui marche sur presque tous les cas, mais avoir des exceptions. C'est-à-dire, en fait, ça c'est paire de n'importe quoi, sauf pour le type booléen, pour le type je sais pas quoi, peut-être que j'ai des cas particuliers. Alors comment on écrit une spécialisation? Si vous avez défini un modèle comme celui-ci, ça définit bien une paire d'éléments, quels que soient les éléments. Maintenant, si vous voulez définir le cas particulier pour les booléens, eh bien vous allez écrire comme ça. C'est-à-dire vous mettez template, rien entre inférieur, supérieur, et puis classe paire de booléens. Ça veut dire que c'est le cas particulier des paires de booléens. D'accord? Et puis vous mettez ce que vous voulez. Alors on a implémenté ça sous une forme, il a été implémenté ici, cela sous une forme particulière. On range simplement chaque booléen dans un bit, et puis on a créé la fonction qui va bien pour extraire un bit dans la, ou je sais pas quoi, peu importe, c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait une spécialisation. Ça marche donc cette fois, cette classe paire, vous pouvez définir paire de tout ce que vous voulez. Dans le cas où vous définissez paire de booléens, c'est ce type-là qui va être, c'est ce template-là qui va être utilisé. Et puis si vous définissez paire de n'importe quoi d'autre que booléen, eh bien ce sera la définition précédente, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Donc c'est important pour pouvoir définir des exceptions ou des cas exceptionnels ou des instanciations spéciales, des cas spéciaux. Je ne devrais pas dire des exceptions, puisque le terme exception est réservé à autre chose en informatique. Mais donc des cas spéciaux, disons, sur l'instanciation des modèles de classe. Alors attention, il y a une particularité, c'est qu'il faut tout redéfinir. Absolument tout. C'est pas parce que vous avez défini paire de E
que vous pouvez espérer, quand vous définissez paire de booléens, récupérer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'héritage ou quoi que ce soit. Vous définissez vraiment de façon très particulière le type paire de booléens. Il faut tout redéfinir. Ok? Alors vous voyez, par exemple, vous pouvez définir une classe paire, j'en sais rien, ça peut être une autre façon de voir, un autre problème. Vous aviez le problème de la représentation. Hein. Je voulais obtenir une optimisation via le stockage. Bon, alors j'ai d'autres optimisations, enfin d'autres choses que je pourrais vouloir faire. Par exemple, je veux définir une classe paire et puis j'ai dans cette classe paire une méthode égaux qui me permet de savoir si les deux éléments de la paire sont égaux, oui ou non. Pourquoi pas? Donc ça s'écrit assez naturellement. Hein. J'écris classe paire, je préfixe ça par template classe T, T est mon paramètre. Je définis deux champs C1 et C2 qui sont du type T. Et puis je définis une méthode égaux qui me renvoie un booléen qui fait quoi? Bah, qui me renvoie si C1 est égal ou égal à C2. Ça vous paraît innocent, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. Déjà, cette définition-là n'est pas innocente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, vous voyez déjà que quand j'écris paire de T ici et que j'écris C1 égale C2, pour que ça marche, il faut pouvoir tester si C1 égale C2 pour n'importe quel type T. C'est-à-dire que ce type-là n'est utilisable qu'à la condition que dans le type T, on puisse comparer deux éléments. Pas toujours possible. Hein. Alors pour égal, ça va marcher. Pour égal, ça va marcher à peu près. Pour tous les types, même un peu bizarroïdes, et encore, on pourrait voir. Mais imaginez qu'au lieu de faire égal, j'avais écrit par exemple plus. Bah ça supposerait que le type T, hein, il a nécessairement un opérateur plus, par exemple. Souvenez-vous de la surcharge des opérateurs. Donc c'est ça que j'ai voulu tout à l'heure, enfin que j'ai sauté tout à l'heure et j'ai appelé l'intrusion. C'est-à-dire que la définition du type paire de T ici, vous pensez qu'elle est neutre pour le type T? Pas du tout. Elle n'est pas neutre. Elle est intrusive. C'est-à-dire que pour n'importe quel type T d'instanciation que vous allez faire, le compilateur va vérifier dans le type T que vous pouvez faire les opérations de manipulation qui sont définies qui sont définies dans le type paire de T. C'est-à-dire si j'ai un opérateur d'égalité, il faut bien qu'il existe pour le type T. Si j'ai un opérateur qui fait la somme de C1 et C2, il faut que j'ai un opérateur d'addition pour le type T. Et ça, c'est pas garanti pour tous les types T. Hein. D'accord? Donc c'est ça que j'appelais l'intrusion. C'est que la plupart du temps, les définitions de modèles sont intrusives. Pas toujours, il existe certains cas particuliers dans lesquels il n'y a pas d'intrusion. Enfin, il est possible de définir des types non intrusifs, mais la plupart du temps, ils le sont. Revenons à mon petit cas. Donc le premier cas, rappelez-vous, hein, si j'ai besoin d'une spécialisation, parce que ce que je voudrais, c'est que la représentation ou le stockage, enfin j'ai besoin de faire de l'optimisation. Donc j'ai besoin de faire un cas particulier pour certains types. Et là, je veux contrôler finement ce qui se passe pour ces types-là. Maintenant, j'ai d'autres choses. Hein. Par exemple, j'ai un problème fonctionnel. C'est-à-dire, ce que j'aimerais bien, c'est que pour toutes les paires de n'importe quoi, comparer deux éléments, c'est bien simplement C1 égale C2. Ou alors, bah, par exemple, je peux imaginer que je veuille un cas particulier pour les paires de caractères. Et ce que je veux, c'est qu'une paire de caractères, je dis que les caractères sont égaux s'ils sont égaux, quelle que soit la casse du caractère, majuscule ou minuscule. Hein? Donc en fait, ce que j'aurais envie d'écrire, c'est une implémentation particulière pour les caractères, où en fait je dis, je ne veux pas tester si C1 est égal à C2, je veux tester si la version majuscule de C1 est égale à la version majuscule de C2. Et comme ça, hein? Donc c'est un autre cas. Alors bien sûr, ce cas-là, on peut le régler autrement. Hein? J'aurais très bien pu imaginer que je reporte le problème dans la classe choisie. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu dire dans la documentation de paire de T que si on veut obtenir une certaine sémantique pour égaux, eh ben, il faut surcharger l'égalité dans le type caractère. Mais ça, c'est pas toujours possible. Bon. Alors, pour la spécialisation, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit il faut tout redéfinir. Hein? Il faut tout redéfinir. Et la façon de définir que j'ai utilisée tout à l'heure, enfin, dans les deux cas particuliers, c'est redéfinir
à l'identique. Je parle du point de vue de l'interface. Qu'est-ce que je veux signifier là? Que quand j'ai défini le type pair, E, j'avais dit qu'il y avait essentiellement deux méthodes, add premier, add second. Quand j'ai spécialisé ça pour le type booléen, j'ai repris exactement le même modèle, et puis j'ai dit, bon, bah, une paire de booléens, très bien, il y a add premier, add second. Bien sûr, la mécanique à l'intérieur, c'est autre chose. Pour paire de cette paire-là, cette définition de paire, qu'est-ce que j'avais? J'avais la méthode égaux, qui testait si les deux éléments de la paire étaient égaux. Et puis, quand j'ai redéfini paire, enfin, quand j'ai spécialisé ce template pour les caractères, pareil, même chose, j'ai mis simplement, enfin, j'ai redéfini, ou j'ai spécialisé la méthode égaux. C'est pas vraiment redéfini d'ailleurs, hein, le terme. Mais je ne suis pas obligé. C'est-à-dire que je peux avoir un cas particulier pour une classe, c'est-à-dire faire une spécialisation de modèle, dans lequel les méthodes sont très différentes, y compris du point de vue de leur prototype, de leur nom, ou je ne sais pas quoi. Hein? Par exemple, je pourrais avoir envie de faire une définition pour une paire de lunettes, pourquoi pas, hein? Et pour les paires de lunettes, je veux un truc particulier, qui n'existe pas pour les paires de booléens, ou les paires de... Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure, je ne sais plus. Ou les paires de caractères. Bah, pour les paires de lunettes, j'aimerais bien avoir des méthodes spéciales pour savoir quelle est la correction du verre à gauche, quelle est la correction du verre à droite. C'est autorisé, hein, mais on pourrait se dire que ces types-là sont différents. Bah oui, ils sont différents. Une paire de lunettes, une paire de caractères et une paire de booléens, c'est des types différents. Simplement, leur nature, parfois, est vraiment très différente. Le fait qu'on appelle ça paire ne signifie pas que systématiquement on utilise des paires des lunettes comme on utilise des paires de caractères. Donc quand je dis tout à l'heure on doit tout redéfinir, on peut tout redéfinir, mais pas à l'identique. Ici, vous voyez que je n'ai même pas de méthode égaux, il n'y a même pas de champ C1, C2 là-dedans. Pour paire de lunettes, il y a simplement une lunette gauche, une lunette droite, etc. D'accord? Ça c'est le cas ultime. Alors on a des intermédiaires qui existent aussi. Les cas intermédiaires, c'est les spécialisations partielles. J'ai fait une spécialisation complète. Vous voyez, j'ai pris un modèle de classe, paire de T, et j'ai dit, ok, pour quand T c'est booléen, c'est ça. Je refais une définition complète. Très différente ou pas, peu importe. Mais je peux avoir envie d'avoir des intermédiaires. Par exemple, un cas standard, c'est ça. Vous définissez une paire de T, donc celle-ci n'a rien de bien mystérieux, hein. Paire de T, vous définissez T, C1, C2, et puis vous définissez une méthode à l'intérieur de paire de T qui vous permet de savoir si C1 est plus grand que C2 ou pas, quel est le plus grand, enfin, ok? Oui, c'est ça. Enfin, plus exactement, pardon, qui vous renvoie le plus grand des deux éléments. Vous avez une paire de n'importe quoi, vous faites plus grand, et ça vous donne le plus grand des deux éléments contenus dans la paire. Bien sûr, ça c'est intrusif. Je reviens sur mon histoire d'intrusion tout à l'heure. C'est intrusif parce que ça suppose que vous avez un opérateur de comparaison dans le type. Donc ça ne marche qu'à la condition que le type T, qui vous sert à instancier, que le type d'instanciation de votre template, il possède un opérateur de comparaison. Maintenant, vous dites, est-ce que cette définition marche à tous les coups? Vous êtes sûr de ça? Oh, vous dites pour les entiers ça marche, pour les caractères ça marche. En général, pour les templates, on fait quelque chose comme ça. Hein. On définit une paire d'entiers, paire de caractères, on dit oh, il m'en a fait faire 2 fois, il va me le faire 50 fois, donc je vais écrire un template, je factorise tout ça, j'obtiens classe paire de machin avec template classe T devant, je suis tranquille, ça va marcher. Encore une fois, attention, il y a des cas particuliers pour lesquels ça ne marche pas. Pour booléen, ça ne marchait pas, pour caractère, il fallait faire un truc spécial. Est-ce que vous êtes sûr que ça marche pour n'importe quoi? Ben non. Quand le type T est un type pointeur, c'est-à-dire que vous essayez de faire une paire de pointeurs d'entiers. Alors bien sûr, ça va marcher. Hein. Vous prenez une paire ici, vous remplacez partout où il y a T par int étoile, aucun souci, ça va marcher, on va faire les comparaisons, ça va compiler, ça va s'exécuter. Je ne suis pas certain que ça vous donnera le résultat attendu. Je suis même presque sûr que non. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire plus grand, il va bien comparer C1 et C2, mais qu'est-ce qu'il compare? Il compare les pointeurs, il ne compare pas les objets pointés. Donc il ne compare pas les entiers. Ce qu'il compare, c'est l'adresse des entiers. Donc en fait, il va vous donner
l'adresse de l'entier qui se situe le plus loin en mémoire. Il est fort peu probable que quand vous avez défini la classe paire, vous ayez ça en tête. Vous voulez mettre paire de n'importe quoi, y compris des pointeurs, et on compare les objets. Donc en fait, ce qu'on voudrait dire, c'est cette définition-là, elle marche bien, sauf quand le type T est un type pointeur. Mais pointeur de n'importe quoi, je m'en fiche. Alors c'est exactement ça qu'on fait ici. Donc vous voyez ce qu'on fait ici. On définit une spécialisation partielle qui indique que je veux toujours ces paramétrer avec le type T. Donc j'ai toujours un paramètre. Hein. T est toujours un paramètre de type. Mais simplement, quand ce type est un type pointeur, si jamais j'ai mis int étoile, lunette étoile, truc muche étoile, alors ce que je veux, d'ailleurs j'ai sans doute, non, ça doit être correct, alors ce que je veux c'est ça. C'est-à-dire ce que je veux c'est non plus comparer les pointeurs, mais les objets pointés. Et donc je fais étoile de C1, puisque C1 est un pointeur, je vais aller chercher l'objet qui est pointé par C1. Comme C2 est un pointeur, je vais chercher l'objet qui est pointé, puis blabla. Ok? Donc ça, c'est une spécialisation partielle. D'accord? Un modèle très générique. Le problème, c'est que quand vous êtes générique, vous capturez beaucoup plus de cas que vous ne l'imaginez. Et c'est ça la difficulté des templates. Hein? Vous pensez que c'est simple de définir un template. Le problème, c'est que oui, c'est simple de le définir. Le problème, ce qui est compliqué, c'est d'imaginer les cas d'utilisation de votre template. Et d'être certain que quel que soit le cas le type qui sera utilisé à l'instanciation ou les types qui seront utilisés à l'instanciation, ça marchera exactement comme l'utilisateur s'y attend. Ça, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a droit à d'autres choses dans les templates du C++. Alors, par exemple, vous avez droit à des valeurs par défaut. Donc, vous les voyez presque comme des fonctions, ces machins-là. Hein? Vous pouvez définir, par exemple, hein, c'est pour les fainéants, vous définissez une classe paire paramétrée avec le type T, mais comme vous savez que dans votre code, vous utilisez dans 98 cas sur 100 paires d'entiers, que vous êtes feignant comme tous les programmeurs, vous n'avez pas envie qu'à chaque fois que vous utilisez une paire d'entiers, d'écrire paire de int, paire de int, paire de int. Je ne suis pas sûr que ce soit très malin, mais peu importe, on peut faire ça. Au même titre que vous avez des paramètres par défaut pour les fonctions, vous pouvez définir des valeurs par défaut aux fonctions. Après tout, c'est pareil. On a des paramètres. T est un paramètre. On peut décider qu'il y ait une valeur par défaut à ce paramètre. Ce qui fait que quand vous ne le spécifiez pas à l'instanciation, le compilateur il va remplacer ça par la valeur. Donc si je dis que j'ai défini une classe paire de T et que j'ai dit T égale int, moi j'ai oublié le mot-clé classe, vous m'en ferez grâce, mais ça veut dire que si je ne mets rien à l'instanciation, alors attention, quand je dis je ne mets rien, je n'ai pas le droit d'enlever inférieur, supérieur. Si j'enlève inférieur, supérieur, là, j'enlève ça ici, c'est un type paire. Il faudrait qu'il existe une classe paire. Mais là, il n'en existe pas. Hein. Je vous rappelle que quand j'ai écrit ça, il n'existe pas de classe paire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'en définir une, mais si vous avez mis template devant, ça ne définit pas une classe paire. Je peux définir par ailleurs une classe paire dans laquelle il n'y a pas de template, mais ce n'est pas ça. Donc si je veux parler du template, je suis bien obligé de dire que je mets des paramètres, quoi. Enfin, donc c'est un template, donc qui a des paramètres de type. Simplement, comme je suis feignant, je sais qu'il y a une valeur par défaut, je ne mets rien comme valeur. Que fait le compilateur? Il trouve une définition du template dans laquelle il y a un paramètre T avec comme valeur par défaut int. C'est comme si j'avais écrit paire de int. D'accord? Bon, et puis bien sûr, c'est comme les valeurs par défaut pour les fonctions. Quand vous spécifiez un type, et aucun souci, ça marche, vous pouvez définir des paires de claques ou des paires de manches. Ça marche. À supposer que claques et manches soient des objets, des types existants. Alors, comme valeur par défaut, comme paramètre au template, je ne devrais pas dire comme valeur par défaut, comme paramètre au template, il est possible de définir d'autres choses, d'utiliser d'autres genres de paramètres. Pour l'instant, les genres de paramètres que j'ai, c'est classe. Je peux définir un paramètre qui est un type. Bon, je peux aussi utiliser des types ordinaires. Alors, pas tous. Je ne vais pas vous donner la liste complète, mais en gros, la plupart du temps, celui qui suffit bien, ce sont les entiers. Donc, j'ai le droit de définir ça. Vous voyez, je voudrais définir une classe famille
de X enfants ou N enfants, disons ici. Mais je voudrais que ces types soient différents. C'est-à-dire que pour moi, une famille de 10, une famille de 2, c'est deux types différents. Ça, c'est toujours le même problème avec les tableaux, par exemple en C. Il n'y a pas de vrai type tableau, d'ailleurs il n'y a qu'un type qui est une espèce de pointeur, donc il n'y a pas la notion de dimension, et ça c'est embêtant. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez toujours tenter de faire des opérations entre deux tableaux qui ne sont pas de la même dimension, comme il n'y a pas la dimension, ils s'en fichent. Donc vous avez des erreurs mémoire fréquentes. Pourtant, un tableau de 10 entiers, pour moi, logiquement, conceptuellement, c'est très différent d'un tableau de 15. Donc c'est là que par ça que j'ai voulu signifier, enfin c'est cet exemple que j'ai voulu signifier, par l'exemple de famille. Et donc, ce que j'ai comme paramètre, c'est un paramètre de taille. D'accord? Ça, pour moi, c'est une famille de n enfants, avec comme valeur par défaut 1. Si vous mettez rien à n, vous aurez une famille avec un enfant. D'accord? Mais j'insiste bien, c'est bien trois types différents. C'est-à-dire la variable, une famille avec un enfant, hein, ne peut pas être manipulée, enfin vous ne pouvez pas faire d'affectation ou je sais pas quoi avec la variable une famille moyenne. Vous ne pourrez manipuler, hein, je vous rappelle que vous pouvez faire des opérations ordinaires sur les variables, que si les types sont identiques. D'accord? Alors, ça c'est les cas simples de généricité. Je vous montrerai des cas plus subtils plus tard, pas aujourd'hui. Mais il y a des précautions à prendre pour que ça fonctionne. Vous voyez, l'idée elle est relativement simple. Hein, vous définissez des choses qui se ressemblent, vous avez envie d'abstraire ça. Quand vous faites l'abstraction, ça marche, sauf qu'évidemment, ça capture un ensemble plus large que vous aviez au départ, et donc il faut faire attention, peut-être qu'il y a des cas particuliers. Le cas des pointeurs, les cas particuliers pour certains types très particuliers. Bon, mais maintenant, du point de vue syntaxique, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Alors attention, hein, rappelez-vous la règle en C qu'on vous donne au départ quand on écrit du code, on vous dit ok, il faut mettre le code, ça s'organise avec plusieurs fichiers qui ont des extensions différentes. On vous dit il y a les fichiers .h et puis il y a les fichiers sources, disons les .cpp en C++, et on vous dit vous mettez les déclarations dans .h et vous mettez les définitions dans .cpp ou C++, me fiche de l'extension. Mais on vous demande de bien séparer les deux choses. Donc en gros, on vous dit, je ne veux jamais voir de code dans les .h. Bon, alors, au début, vous obéissez aveuglément, puis un jour, vous finissez par comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais il y a une exception. Je vous avais déjà prévenu, je crois, à ce moment-là, qu'il y aurait une exception, il y en a une. C'est pour les templates. Pour les templates, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que pour les templates, il faut évidemment, vous voyez bien que quand vous utilisez un type, quand j'utilise un type, c'est-à-dire quand j'écris paire de claques ici, pour que le compilateur puisse compiler ce machin-là, il faut qu'il ait la définition du template paire. Parce qu'il faut qu'il prenne toute la définition, tout le code qui remplace partout où il y avait claque. Enfin, il y avait le type, je sais pas quoi, classe T ou classe X, je sais pas quoi, le paramètre, qui le remplace par claque et qui compile ce machin-là. Donc il lui faut à tout instant, quand vous utilisez les templates, le compilateur, avoir sous la main l'intégralité du template. Pas seulement sa déclaration, mais aussi sa définition. On peut faire d'autres choses, je n'insiste pas, ceux qui ont déjà eu affaire au C++ et connaissent ces mécanismes, on utilise parfois d'autres façons de construire, mais en tout cas l'idée est toujours là. Donc en général, eh bien, on vous dit de mettre la déclaration et définition des templates dans un fichier d'entête. Donc vous voulez définir un type paire de choses en C++, qu'est-ce que vous faites? Vous créez simplement un fichier qui s'appelle paire.h, et dedans, il y a toute la définition complète de template, classe T, classe paire, et puis tout le code, enfin, etc. D'accord? Alors, il y a un autre piège qui est bien plus subtil. Bon, ça, c'est pas vraiment un piège, il faut le savoir, sinon vous aurez des problèmes au template. Hein. Si vous ne respectez pas cette règle-là, c'est-à-dire si vous oubliez que pour les templates, il faut avoir le code à disposition, et que vous continuez à séparer le .h et le .cpp, vous verrez qu'en compilant, vous n'obtiendrez pas les résultats attendus. Hein. Il va vous dire qu'il manque quelque chose.
Voilà. Donc rappelez-vous ça, c'est peut-être la première chose à faire au début, la première erreur, enfin, une des premières erreurs qu'on commet, c'est de continuer à croire qu'il faut séparer la définition et la déclaration et la définition des templates. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que le compilateur est passé sans rien dire par-dessus la définition d'un template que cette définition-là est correcte. Tout ce qu'il peut faire quand il passe sur la définition d'un template, c'est vérifier que ça ressemble à quelque chose qui pourrait être correct. Bah oui, si je prends la définition, qui est là, hein, j'oublie ce qui est en dessous, hein, je prends cette définition-là, cette définition de template, et que je passe en revue ce code-là, bah je me dis ça marche, c'est correct, je n'ai pas oublié de point-virgule, ça va, les fonctions renvoient des paramètres, enfin blabla, il y a tout ce qu'il faut, ça ressemble à quelque chose de bien défini. Mais vous pouvez pas dire ça marchera à tous les coups. Pour la bonne et simple raison que c'est que, bien entendu, cette définition-là est conditionnée par quelque chose, c'est ça qu'on oublie. Elle est conditionnée par le type T. Donc en fait, ceci n'est correct que si le type T rentre bien dans ce modèle-là. Par exemple, si le type T n'a pas d'opérateur de comparaison, ça va échouer. Si le type T a un opérateur de comparaison, ça marchera. Donc c'est pas parce que le compilateur est passé sur un template une fois que cette définition est correcte. C'est même pas parce que vous avez instancié une fois que c'est correct. À chaque instanciation peut se produire une erreur, avec un nouveau type bien sûr. Ça peut marcher avec paire d'entiers, paire de flottants, paire de doubles, et puis ça va échouer avec paire de lunettes ou paire de manches ou je sais pas quoi. Donc il faut faire attention à ça. Hein? Donc en général, évidemment, le problème avec les templates, c'est que les erreurs se produisent au moment de l'instanciation. Et donc à chaque instanciation, vous pouvez avoir des erreurs. Alors, il y a des petits soucis avec les modèles de classe. D'après ce que je viens de dire, ça signifie quoi? Ça signifie que l'inconvénient majeur qu'on peut deviner tout de suite, c'est qu'à chaque fois que j'instancie le template avec un nouveau type, je crée un nouveau type. Quand j'écris paire de int, que j'avais jamais écrit paire de int avant, il prend toute la définition et mes int, il compile. Donc j'ai une définition, ça me génère du code. J'écris paire de float, il n'a jamais rencontré paire de float, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la définition, il met float, il compile. Donc à chaque fois que vous instanciez avec un nouveau type, le code il augmente. Ça paraît rien, mais évidemment, hein, ça peut aller, ça peut vite faire gonfler le code. Hein. Donc la plupart du temps, quand on est sur des machines où on a beaucoup de place, ça pose pas de problème. Quand on est dans de l'embarqué, quand on a des contraintes, disons, des contraintes diverses et variées, notamment en termes de mémoire, ça c'est plus problématique. Bon, il y a des façons de faire ça, hein. On peut toujours s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faudrait regarder. Mais l'idée, c'est qu'on va s'en sortir autrement. Alors, c'est quoi mon exemple total? Évidemment, il est développé sur plusieurs trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Il faut que je revienne sur la définition. J'ai voulu illustrer ça. Conteneur générique, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai fait cet exemple-là? Donnez-moi 30 secondes que je récupère. C'est celui-là qui est plus intéressant. Ah, oui. En fait, ce que je suis en train de refaire là, c'est ce que fait Java. Mais bon, peut-être qu'on vous a jamais expliqué ça en Java. Mais comment les... Vous voyez ce que j'ai dit? Comment on fait C++ quand vous définissez des types génériques? C'est presque une opération syntaxique. C'est pas qu'une opération syntaxique, puisqu'il y a quand même de la compilation un peu compliquée derrière. Il y a la génération de code notamment. Mais à chaque fois que j'instancie mon type, j'écris paire d'entiers, j'insiste,
vous prenez la définition du template pair, vous remplacez le paramètre par le type que vous avez donné, et vous compilez. D'accord? Donc vous allez faire ça autant de fois que vous avez instancié votre type, votre template avec des paramètres différents. C'est pas ça que fait Java. Quand vous utilisez le générique en Java, ça ne fait pas grossir le code. Alors quelle est la technique utilisée pour faire simple? Comment est-ce qu'on fait des génériques si on n'en a pas, à sa disposition de générique dans le langage lui-même? Comment on faisait des vecteurs avant, si vous voulez faire un vecteur de quelque chose? Alors, vous allez me dire, bon, ok, quand j'ai un vecteur entier, je vais créer un type spécial qui s'appelle vecteur int, ou vecteur float, ou vecteur je sais pas quoi, et puis je vais réimplémenter toutes les choses. Ça fait de la duplication de code. Si je veux factoriser ça, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me créer un type vecteur générique. C'est-à-dire, je vais me créer un conteneur générique, où je ne spécifie pas, je vais utiliser le type le plus général qu'il faut pour les éléments. Donc je me définis un conteneur générique comme ça. Donc je dis les éléments, c'est n'importe quoi, en fait je m'en fiche, c'est des pointeurs. Ce conteneur, il ne contient pas directement les éléments, mais il contient leur adresse, si vous voulez. Et puis, j'ai les méthodes qui vont bien. Si je veux rajouter un élément ou récupérer un élément dans mon conteneur, j'ai les méthodes set et get qui me renvoient ce qui est adéquat. Bien sûr, quand je fais ça, j'ai un souci, c'est que ce conteneur générique, il peut contenir n'importe quoi, mais ça veut dire que je pourrais là-dedans mélanger, si j'y prends pas garde, mélanger n'importe quoi. Mettre à la fois des entiers, des flottants, des lunettes, des collections de paires de manches, de je sais pas quoi. Et alors pour retirer les éléments, vous savez pas ce que vous avez rangé. Quand je retire l'élément numéro 3, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Un flottant, un entier, un machin. Donc ce qu'on aime bien généralement, c'est que je vais y arriver, le conteneur ou la collection soit uniforme d'un point de vue des types, qu'on ne puisse ranger que des entiers ou que des flottants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, vous définissez un conteneur générique et puis vous faites un héritage. Et que va faire l'héritage? Il va fournir la bonne sémantique. C'est-à-dire si vous voulez créer un conteneur de schmilblick, vous réimplémentez simplement les deux méthodes toutes bêtes qui sont getElément et setElément, dans lesquelles vous faites juste les conversions de type adéquates. C'est-à-dire que quand vous faites getElément, qu'est-ce que ça fait? Ça rappelle le getElément de conteneur générique et ça transforme l'adresse qui était générique en une adresse de schmilblick. Et si vous êtes passé par conteneur de schmilblick, de toute façon, vous n'avez pu rentrer que des schmilblick. Donc il ne ressortira que des schmilblick. Simplement, vous avez rangé ça dans un machin où, a priori, vous pourriez ranger n'importe quoi. D'accord? Alors si vous voulez bénéficier ça dans... Bien sûr, vous voyez que cette définition, si je vous demande maintenant d'écrire un conteneur d'entier, un conteneur de flottant, vous allez faire le même truc. Vous allez écrire classe conteneur d'entier, private conteneur générique. Vous réécrivez tout ce qui va bien, les conversions qui vont bien, mais vous allez le faire n fois. Si je veux bénéficier des templates pour faire ça, eh bien je vais mélanger du template, donc une définition générique, avec de l'héritage. Donc ma définition générique, qu'est-ce qu'elle fait simplement? C'est qu'un conteneur de n'importe quoi, c'est quoi? Alors de n'importe quoi, je ne devrais pas dire. Un conteneur de T, c'est un conteneur de n'importe quoi, et ce que je peux ranger, c'est des T, et ce que je peux ressortir, ce sont des T. Mais comme un T est un n'importe quoi, ça marche. Vous y réfléchirez. Alors, j'ai fait des modèles de classe. Il y a d'autres choses qu'on peut faire en C++, ce sont les modèles de fonctions, qui ont des particularités différentes, mais l'idée de base, c'est toujours la même, vous les paramétrez avec des types. Vous avez des fonctions, vous voulez les paramétrer avec des types. Simplement ici, ce qu'on veut écrire, plutôt que d'avoir des objets génériques ou je sais pas quoi, ce qu'on veut écrire, c'est des fonctions génériques. Donc des fonctions, ça calcule quelque chose. Donc quand on abstrait ça, on dit qu'on veut écrire des algorithmes. Donc c'est une façon, si vous voulez, d'écrire des algorithmes. Alors par exemple, si je veux écrire la fonction max qui me renvoie, quel que soit le type T, le plus grand de deux éléments, comment je fais ça en C? J'ai pas de moyens, il faudrait que j'écrive max pour les entiers, max pour les flottants. Comme en plus j'ai pas le droit à la surcharge, il faut que j'appelle ça max, je sais pas quoi, 1, max 2, max 3, max 4. Pour chaque type, il faut que je définisse une nouvelle fonction max. Bon, il y a d'autres astuces en C, mais elles sont pas très satisfaisantes, mais peu importe.
Si je veux définir une bonne fois pour toutes max, sachant qu'à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je définis max 1, max 2, max 3, la seule chose que je change, c'est les types. Je dis max 1, c'est int int, ça compare si A est plus grand que B, return A, else return B. Et puis quand j'écris ça sur float, je prends la même chose et je remplace int par float, float par double, etc. Donc toujours pareil, je fais 50 fois la même chose, enfin n fois la même chose. Je voudrais faire cette définition une bonne fois pour toutes. Donc je veux m'abstraire du type int, float, etc. Donc j'ai le droit d'écrire, attention, hein, ici c'est bien une fonction, max, qui prend en paramètre deux objets, T1 et T2 qui sont du type T, et qui renvoie un objet de type T. Et T c'est quoi? C'est un paramètre. C'est aussi simple que ça, et donc j'écris maintenant, si T1 est plus grand que T2, je renvoie T1, sinon je renvoie T2, ce qui est la définition de max. Si vous préférez l'écrire if T1 plus grand que T2, return T1, else return T2, faites-le, ça ne me gêne pas. Mais ça, c'est une écriture concise du if then else. Donc maintenant, je peux l'utiliser. C'est-à-dire, si je fais cette définition-là, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, si j'écris max de ij, avec i et j qui sont des entiers, bah, le compilateur, il est suffisamment intelligent. I et j, c'est des entiers. Il cherche si par hasard, il existe une fonction max qui prend deux entiers. Alors, il n'en trouve pas, mais il trouve par exemple cette fonction-là. Il trouve max qui prend t, t, qui envoie un t. Il dit, ah, bah si t, c'est int, ça marche. Donc il prend ça, il remplace t par int, il compile, et voilà, ça y est, vous avez enfin votre fonction maximum qui calcule le maximum de deux entiers. Si vous écrivez max de f et g, où f et g sont des floats, idem. Il dit, ah, je trouve pas de max avec float, mais par contre, je trouve un template max tt. Bon, ben, si t égale float, ça marche. Donc je vais mettre t égale float, je vais compiler ça, donc il prend une copie de ce machin-là, il compile, il obtient bien un max avec deux floats. Alors, vous voyez que quand je fais ça, hein, j'ai laissé le compilateur deviner. J'écris max de f et g, et le compilateur il déduit du type de f et du type de g qu'il peut appeler le template max de t et t. C'est pas toujours aussi simple, hein. Il y a des cas tordus avec les templates, hein, on tombe vite dans les cas tordus. Mais si vous avez un doute, si vous voulez forcer les choses, hein, par exemple, si vous voulez appeler max entre 4 et 5,2, je ne sais pas si c'est très intelligent, mais peu importe. Évidemment, là, vous comprenez bien que le compilateur, il est pas foutu de faire la décision, puisqu'il a int et float. Donc ça, il ne sait pas choisir, est-ce qu'il faut faire un max entre deux entiers, ou est-ce qu'il faut faire un max entre deux flottants, avec la conversion à gauche ou la conversion à droite dans l'autre cas. Donc si vous voulez forcer la main au compilateur, vous lui dire, moi, je veux appliquer le template dans le cas des entiers, bah, vous lui dites. J'aurais pu mettre ici max de float, j'aurais pu mettre max de int, ça aurait marché aussi, mais simplement il est capable de le deviner. Dans les cas où il n'est pas capable, c'est à vous de le mettre. Hein, c'est comme les conversions. Parfois il n'est pas capable de deviner, il vous met un warning ou une erreur, vous êtes obligé de spécifier la conversion. Alors avec les fonctions, vous pouvez surcharger les modèles de fonctions. Vous avez le droit de surcharger les fonctions. Donc il n'y a aucune raison, vous pouvez aussi surcharger les modèles de fonctions. Pourquoi pas, hein? J'ai le droit de définir un machin comme ça. J'ai le droit de définir une fonction max qui prend en paramètre un t étoile et puis un entier. Ça, c'est une définition qui est bien une surcharge par rapport à l'autre. Ça peut cohabiter avec l'autre définition de max. Dans l'autre définition de max, hein, il y a une contrainte très forte, c'est que les deux arguments sont forcément du même type. C'est deux entiers, deux flottants, deux lunettes, deux collections de joueurs de hockey, ce que vous voulez, mais c'est deux, toujours la même chose. Ici, non. Les deux paramètres, c'est forcément un t étoile, peu importe ce que c'est que t, et le second, c'est forcément un entier. Non signé, bon, peu importe. Vous voyez que cette définition-là, il n'y a jamais d'ambiguïté entre cette définition-là et l'autre. Hein, les deux cas ne se recouvrent pas. Les deux surcharges sont indépendantes. Hein, il n'est pas possible de trouver un t qui ferait qu'il y ait ambiguïté entre l'instanciation de ce max-là et la précédente. Si vous utilisez pour la précédente un type pointeur, c'est que vous avez des pointeurs des deux côtés. Alors là, je me suis amusé justement à ce que j'ai forcément un pointeur à gauche et ici jamais de pointeur. En plus, c'est un entier. Donc j'ai le droit de faire ça. Vous avez le droit de surcharger les fonctions. Vous avez le droit de surcharger les modèles de fonctions, pourvu que les types des paramètres soient différents, leur nombre soit différent, blablabla. Bien sûr, vous avez le droit aussi de surcharger les modèles de fonctions. Hein? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez défini add pour le type t que ça marche à tous les coups.
Hein, peut-être que ce que vous voulez faire, c'est dans le cas où les objets sont passés par pointeur, vous voulez faire un cas par... Je ne dois pas dire un cas particulier parce qu'il n'y a pas de cas particulier ici, mais c'est simplement de la surcharge. Hein, la surcharge, vous pouvez le voir comme un cas particulier, ou, je sais pas, ou un cas autre. Donc on a le droit à ça. Hein, je suis bien dans des cas différents. Bon, on se peut aussi spécialiser les modèles de fonctions. Alors vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ça? J'ai défini add avec le type T, donc le cas le plus général. Si vous me donnez T1 et T2, je vous renvoie à T1 plus T2. Ça déjà, c'est aussi un template intrusif, puisque ça suppose que le type T est un opérateur d'addition. Ok. Ça suppose d'autres choses. Hein. Ça suppose aussi qu'il y a un opérateur de copie, puisqu'on passe des paramètres par copie et qu'on renvoie par copie. Donc, attention. J'ai défini le cas add, le cas particulier add, la surcharge dans lequel où en fait ce qu'on veut passer c'est des objets par pointeur. Donc on ne veut pas faire l'addition des pointeurs, ce qu'on veut faire c'est l'addition des objets qui sont pointés et renvoyer ce qui va bien. Admettons que je fasse ça. Bon, et puis peut-être que ce que je veux faire c'est que quand le cas, je veux un cas particulier, je me dis mais ça c'est impeccable, ça va marcher tout le temps, ça marche pour tous les types pointeurs. Bah non, hein, dans le cas des chars étoiles, je veux pas ça. Pour le cas des chars étoiles, je veux quoi? Bah, pour le cas des chars étoiles, je veux faire, je sais pas quoi, une copie des chaînes de caractères. Enfin, une concaténation des chaînes de caractères. Donc j'ai simplement une spécialisation. Donc c'est toujours un template, mais cette fois j'ai dit pour le cas particulier où le type T c'est un char, eh bien j'ai un calcul particulier. D'accord? Même chose que tout à l'heure. Il y a des cas particuliers, donc on peut avoir besoin de spécialiser les modèles de fonctions. Vous voyez que pour les fonctions, déjà, la mécanique est un peu plus compliquée. C'est pour ça que je les présente après. On a l'impression que les templates de fonctions sont plus simples. Mais non, les templates de fonctions sont bien plus compliqués à utiliser. Vous voyez que le compilateur, il est capable de deviner les types, ce qu'il ne sait pas faire pour les classes. Vous êtes obligé de spécifier le type d'instanciation. D'autre chose, c'est que vous pouvez surcharger les définitions de fonctions templatées. Puis vous pouvez aussi les spécialiser. Donc vous avez un petit paquet de mécanismes qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Bon, alors la question c'est qu'est-ce que je fais avec tous ces machins-là? Comment est-ce que je les combine? Bien sûr, vous avez le droit de combiner tout ça. Hein. Vous prenez le C++ et vous créez une classe templétée qui fait de l'héritage lui-même templété, l'héritage multiple templété si vous voulez, virtuel ou pas. Vous mélangez ça avec des fonctions, donc des méthodes qui sont elles-mêmes templétées, je sais pas quoi, avec des fonctions qui manipulent ces objets-là, qui sont elles-mêmes templétées, qui ont des spécialisations, qui ont des surcharges. Ça devient difficile de lire du code. Il est concis, certes, mais pour le lire, ça devient compliqué, surtout quand il a un problème. Bon, alors il faut faire attention. Éviter de mélanger trop de choses. C'est le seul bon conseil que je peux donner. L'autre chose que je pourrais faire, c'est passer quelques heures à vous égrener la longue litanie des règles qui vous conduisent, qui vous permettent de comprendre comment tout ça fonctionne. Ça, c'est sans intérêt. Hein. Vous allez vite vous endormir, vous ne les retiendrez pas. Si vous voulez vraiment savoir, quand vous aurez un problème un peu compliqué, ce qui ne devrait pas arriver tout de suite, alors vous ouvrirez un bouquin de référence du C++ et vous lirez les 25 pages qui vous expliquent comment résoudre la question de l'héritage via le template avec, je sais pas quoi. Voilà, il faudra prendre du temps et le faire. Mais dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de ça. Bon, en gros, la plupart du temps, ça fonctionne comme on s'y attend. Pour les cas simples. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai passé un peu vite, mais j'ai dit, comment faisait le compilateur ici? Rappelez-vous, dans le premier exemple ici, j'ai dit, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit quand vous écrivez max de ij? J'ai dit, le compilateur, il voit que i et j sont du même type et c'est de type int. Et j'ai dit, il voit qu'il n'y a pas de fonction max qui prend deux entiers. J'ai dit ça. Ça vous est peut-être passé comme ça, rentré par une oreille et ressorti immédiatement par l'autre. J'ai pris la même précaution oratoire quand j'ai parlé de max de f et g. J'ai dit, le compilateur sait que f et g sont deux flottants, il voit qu'il n'y a pas de définition de max float-float, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher s'il y a un template qui va bien. Ça, c'est naturel.
Autrement dit, vous pouvez faire cohabiter une fonction max templétée avec des fonctions max qui ne le sont pas. La question, c'est quand il y a ambiguïté, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est naturel, c'est-à-dire que si jamais je veux calculer le max entre deux entiers et qu'il existe une fonction non templétée qui prend deux entiers, bah, il prend celle-là. C'est un cas spécifique, donc il préfère toujours prendre les cas les plus spécifiques. Donc c'est naturel. Si un cas spécifique, un cas particulier n'existe pas, il va chercher à appliquer un cas général. Donc c'est ça la règle que j'ai dit ici. Là. Hein, on cherche d'abord l'existence d'une fonction ordinaire correspondant à l'appel. Puis si ce n'est pas le cas, on cherche parmi les modèles de fonctions. Et puis si ça ne marche pas parmi les modèles, on va chercher s'il y a une spécialisation. Bon, bref. Bon, alors il y a des cas tordus. Il y a deux personnages un petit peu célèbres dans le monde du C++ qui ont trouvé un cas tordu. Le cas tordu, c'est que malheureusement, si vous inversez certaines définitions, ça change la nature du code. Donc c'est ça le problème, c'est que si vous mélangez de la surcharge des templates avec des fonctions ordinaires, eh bien ça change la nature du code. Donc notamment si vous échangez... il faudrait que je le vois comme ça. Hop, 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 hop. Je suis à l'envers, alors évidemment je ne raisonne pas. Alors, tu bouges ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est mon animation crétine. J'ai dû... Non, je ne sais pas ce qu'il fait. Si, ah, ok. J'ai échangé deux lignes. En fait, j'ai simplement échangé deux lignes et ça change ça change le sens de cet appel à F. Cherchez pas à comprendre comment ça marche. Il faut savoir que ça, c'est un piège terrible. Donc, si c'est ça que je veux signifier. Par contre, il y a un exemple très célèbre. Le premier exemple célèbre et simple des pièges introduits quand vous commencez à mélanger de la surcharge, des templates et des trucs non templétés. Donc, évidemment, quand j'ai ça sous les yeux, j'arrive presque à le décoder. Quand c'est mélangé dans des tas de points H que vous avez inclus dans des tas de sens différents, je vous laisse deviner. Bon, alors il reste un cas particulier. Comment je m'en sors? Comment je m'en sors avec les classes canoniques? Je sais, j'ai parlé de classes canoniques un vendredi, donc tout le monde n'était pas là, enfin bref. Qu'est-ce que c'était qu'une classe canonique en C++? J'en ai parlé, je pense, le jour où j'ai fait la surcharge des opérateurs. Et j'ai donné la définition de ce que c'était qu'une classe canonique en C++. Donc une classe canonique, c'est une classe qui normalement, si vous la définissez de cette manière-là, c'est celle qui vous, enfin cette définition-là, disons que vous posera le moins de problèmes dans les cas ordinaires. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une classe canonique en C++? Je cite ça de mémoire. Mais vous devez avoir un constructeur sans paramètres, un constructeur par copie, une surcharge pour l'opérateur d'affectation, un destructeur virtuel, petit 5, un opérateur d'entrée-sortie. Enfin, au moins un opérateur de sortie. Bon, alors, bien que j'ai enregistré le cours, que le poly soit en ligne, j'imagine que tout le monde n'est pas encore au fait avec ces histoires-là, mais je vous le répète rapidement. La surcharge d'opérateurs, c'est juste quelque chose qui vous permet de donner du sens à des expressions utilisant des opérateurs ordinaires, plus, moins, divisé, multiplié, je sais pas quoi, ce que vous voulez, égal, plus égal, inférieur, 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 je sais pas quoi. Tous les opérateurs du C++, presque tous, crochet ouvrant, crochet fermant, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Pour les détails de ces opérateurs étranges, vous regarderez le cours, ou peut-être qu'il y aura des exemples en TP, je sais pas trop. Mais en gros, hein, j'ai ça, j'ai un type matrice. M1, M2, M3, et je voudrais pouvoir écrire des trucs sympathiques, donc je fais des maths, et donc j'aimerais bien pouvoir écrire M1 égale M2 fois M3. Ce serait sympa. C'est pas obligé, hein, mais c'est vrai que c'est sympa à écrire comme ça, voilà. J'aimerais pouvoir faire ça. Bien entendu, vous comprenez que l'opérateur étoile
il ne sait rien faire avec le type matrice. Si vous écrivez ça dans un langage qui ne supporte pas la surcharge d'opérateurs, écrivez ça en Java. Java, il va vous dire qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas faire étoile avec des matrices. En C++, vous pouvez le faire. Vous pouvez donner du sens à étoile pour le type matrice. Ça s'appelle la surcharge d'opérateurs. Vous définissez un sens pour presque n'importe quel opérateur du C++ pour les types qui vous intéressent. Je pourrais faire des mélanges exotiques, je peux définir le produit d'une matrice et d'un vecteur. De telle sorte que j'obtiens, je sais pas quoi, une transformation matricielle. Enfin bon, bref. Faites ce que vous voulez, mais les types ne sont pas forcément égaux des deux côtés. Donc c'est ça que me permet de définir la surcharge d'opérateurs. Alors j'ai dit que, bien sûr, en fait, cette surcharge, elle me sert à écrire des choses comme ça. Par exemple, un des problèmes qu'on cherche à résoudre assez rapidement, c'est l'écriture des objets à l'écran ou dans un fichier, ou la lecture, hein, mais c'est symétrique. Donc vous voyez que si je veux afficher un entier à l'écran, qu'est-ce que je fais? J'écris cout. Voilà. Ça m'affiche un entier à l'écran. Ça va marcher pour un flottant, pour un double, pour un char, pour je sais pas quoi, ce que vous voulez. Presque ce que vous voulez. Sauf les types que vous avez définis. Si j'ai une matrice, toute bête, que je connais rien à la surcharge, et que j'écris cout inférieur à m, le compilateur il vous dit je sais pas. Alors il vous le dit, c'est pas forcément simple à décoller, parce qu'il doit vous envoyer au moins 10 ou 12 lignes d'insultes. Mais si on les décode, hein, il vous explique en gros qu'il ne sait pas appliquer M à quoi? Justement, il ne sait pas appliquer M à l'opérateur inférieur. Ça, c'est un opérateur. Hein. C'est un opérateur du C++. Simplement, vous ne l'avez pas défini pour le type matrice pour qu'il vous faut le définir. Donc, si je veux le faire pour le type matrice, ben, je peux l'écrire ici, c'est pas très compliqué. Je vais écrire ici le type matrice. Donc j'ai mon type matrice. Peu importe ce qu'il y a dedans. Je pourrais même le définir. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça m'intéresse. Pour l'instant, ça m'intéresse assez peu. Et si je veux définir l'opérateur qui permet de faire ça, j'ai plusieurs façons de définir les opérateurs. Hein. Reportez-vous aux cours et aux supports de cours divers et variés, et Internet si vous voulez. Mais j'ai une façon de faire, c'est de voir ça comme une fonction. Ça, c'est une fonction qui agit sur deux objets. Hein. Donc, je vais le voir comme une fonction. Donc, j'ai d'une part ma classe matrice, et puis j'ai ailleurs une fonction. Alors, cette fonction, elle porte un nom spécial. Elle porte le nom opérateur inférieur, et puis elle prend deux paramètres. On va prendre un peu plus de place. Elle prend deux paramètres. Celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci, c'est assez vite réglé, c'est une matrice. Que la matrice qui est passée en paramètres. Et puis ici, c'est quoi? Bah, c'est un objet, c'est un paramètre qui correspond à cout. Et quel est le type de cout? Cout, c'est le type ostream. Alors pour le passer en paramètre, il se trouve qu'on est obligé de le déclarer comme ça. On est obligé de le passer par référence parce que vous n'avez pas le droit de copier les objets au stream. Ils sont cachés. D'accord? Alors, j'ai pas encore mis de type de retour, mais je vais le mettre après. Et puis, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? En général, vous allez écrire des tas de choses qui sont... Eh bien, je vais écrire, je sais pas quoi. Imaginez qu'il y a un attribut ici. Il y a une méthode getAttribut. Et que ça renvoie... Peu importe ce que ça renvoie, hein, mais... un type, ben, je vais dire, tiens, en fait, quand j'affiche une matrice, je vais renvoyer cet attribut qui est la dimension, puis après j'ai une boucle qui va afficher tous les éléments sous la forme d'un tableau ou pas, j'en sais rien, peu importe. Mais vous allez faire les opérations élémentaires, vous allez décrire la suite des opérations élémentaires qui réalisent l'affichage d'une matrice. Donc vous faites blablabla, vous avez toutes vos instructions, puis à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous terminez par return flux. Bon, la raison est simple, c'est que si vous voulez que ça marche,
pardon, si vous voulez, oui, si vous voulez pouvoir faire des choses comme ça, si vous voulez mettre en cascade les opérateurs, il faut que chacun de ces opérateurs renvoie une valeur. Quelle est la valeur renvoyée? C'est que si vous affichez M dans cout, ensuite vous affichez Endel dans quoi? Dans cout. Donc vous finissez par renvoyer le flux. Alors vous renvoyez le flux et vous écrivez au stream T. C'est rapide, mais je ne vais pas faire un deuxième cours sur la surcharge d'opérateurs. Mais en gros, c'est ça la surcharge d'opérateurs. Vous avez une classe, peu importe comment elle est définie, eh bien, vous définissez une fonction qui a pour nom le nom de l'opérateur, qui prend des types en paramètres, qui renvoie une valeur de ce que vous voulez. On peut imaginer que, voilà, quand je multiplie une matrice et un vecteur, ça me renvoie un vecteur. J'en sais rien. Hein. Donc ici, c'est un opérateur inférieur qui, si vous passez à gauche un stream et puis à droite une matrice, eh bien, ça vous renvoie quoi? Ça vous renvoie un stream. Donc on peut écrire quelque chose comme ça. Ok? Comment je fais avec les templates? Alors à quoi ça ressemble? On va essayer de décomposer ça. J'ai un type template, donc il faut que je puisse définir un opérateur permettant d'afficher un objet, quel que soit le type d'instanciation. Ce que je veux faire, c'est ça, je veux définir un type A, qui est templété. Ne regardons pas exactement pour l'instant comment il est templété, mais je veux pouvoir définir un type A templété tel que je puisse l'utiliser de la manière suivante. A int, et puis je définis une variable 1A. Puis A de B, si B est un type qui existe, je dois pouvoir définir une variable A2 qui fait ça. Puis je dois pouvoir définir un A de lunettes, un A de collection d'étudiants, un A de ce que vous voulez. C'est un type templété, je l'instancie avec les types que je veux. Mais quand je veux faire ça, j'aimerais pouvoir bénéficier d'une définition correcte du type A, du template A, pardon, de telle sorte que je puisse ensuite afficher la variable avec l'opérateur. Donc il faut que j'arrive à faire une définition comme celle-ci, templétée. Il faut que je template ce machin-là. Alors en général, si vous regardez partout, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas la bonne définition, c'est pas la bonne façon de faire, mais je vous dirai juste après pourquoi. Je vous montrerai pas comment obtenir la bonne. C'est pas si grave qu'elle présente des défauts, mais il faut être conscient que cette définition que vous trouvez partout, elle a des défauts. Alors, je vais prendre ce dont j'ai besoin, et puis je vais voir comment ça a été fait. J'ai besoin de templéter ce machin-là. Ce machin-là est une fonction. Hein. Bon, j'ai une classe d'un côté, et j'ai une fonction. Bon, il va falloir que je template les deux. Il n'y a pas le choix, parce que ce que je veux définir, hein, ce que je veux faire, c'est remplacer ici matrice par un machin pour dire A de je sais pas quoi. Classe T, si vous voulez. Et puis ici, hein, j'ai besoin de dire que ce que je veux, bien sûr, c'est passer des A de T. Donc j'ai besoin de dire que ce machin-là est aussi un template. Cette définition-là. Le type lui-même est templété. La fonction qui permet d'afficher les objets de ce type templété, c'est aussi forcément une fonction templétée. Donc c'est ce que j'ai ici. Hein. Alors il y a d'autres petites subtilités supplémentaires, mais voyons voir. Première chose, ma classe A est templétée. Classe A template T. Donc qu'est-ce qu'il y a dans A? J'ai mis un pointeur sur un élément du type T. Il y a un constructeur, donc tout va bien, hein, il n'y a rien de particulier ici. Et oublions ce machin-là pour l'instant, cette horreur-là. La deuxième chose, c'est que j'ai templété l'opérateur d'entrée-sortie. Donc j'ai bien la même chose que ce que j'avais en bas, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai défini la fonction opérateur inférieur. Bon, si ça vous plaît pas, parce que j'ai mis un blanc, mais c'est pareil, hein, j'aurais pu ne pas mettre de blanc. Ça marche à l'identique. Je vais le faire comme ça. Je vais y arriver. Le voilà. Donc c'est une fonction hein, qui s'appelle opérateur inférieur, qui prend en paramètre un ostream
et qui prend en paramètre un A de quelque chose, un A de X, avec un template X. Donc ne vous y méprenez pas. Hein. C'est pas parce que ici j'ai dit que ce template-là utilisait un type T et que ce template-là utilisait un type T que c'est la même chose. Hein. C'est deux variables différentes. Il faut vraiment le voir comme des paramètres. Ça, c'est très important. Si vous comprenez ça avec les templates, déjà, vous avez fait un grand pas. C'est exactement comme les fonctions. Si je définis une fonction g qui prend en paramètre un x, et que je définis une fonction h qui prend en paramètre un x, vous êtes d'accord que ces deux x n'ont rien à voir. Il y en a un qui est le paramètre de g, l'autre qui est le paramètre de h. Ici, c'est pareil. Ce t-là, c'est le paramètre du type pour instancier ma classe. Ça, c'est le paramètre du type pour instancier mon opérateur. Ah, je les ai appelés t tous les deux, mais hein, comme les deux x ici, ça n'a pas d'importance. Ces deux t n'ont pas nécessairement de lien. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs ici, j'ai pris soin de mettre t ici, pour le paramètre d'instanciation de la classe, et puis j'ai mis x ici pour le paramètre d'instanciation de la fonction. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment j'ai écrit cette fonction d'affichage? Bon ben, j'ai un paramètre, mon paramètre A qui est du type A de je sais pas quoi. Pour dire le je sais pas quoi, c'est parce que j'ai mis template classique. Donc j'ai un objet A, très bien. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que les objets A, c'est des machins comme ça. Donc ils ont un attribut E. Donc qu'est-ce que je fais? J'affiche cet attribut E sur le flux de sortie. Puis je renvoie OS. Ce qui est exactement ce que je fais ici. Hein. Pour cette fonction-là, j'envoie un des attributs. Ah, pardon. J'envoie un des attributs de l'objet qui est passé en paramètre sur le flux de sortie, puis je renvoie le flux de sortie. Donc simplement, le flux de sortie, je l'ai appelé OS. Voilà. D'accord? Bon, alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, cette définition-là n'est pas neutre, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas neutre? Elle est intrusive pour le type d'instanciation. Pourquoi? Parce que ça ne marche qu'à une seule condition. C'est-à-dire que vous pouvez écrire OS étoile de A.E. Enfin, vous n'arriverez à compiler ça qu'à une seule condition. C'est que pour le type de E, il s'agit bien d'un pointeur pour lequel il existe dans le type un opérateur de sortie. Forcément, vous essayez d'écrire l'objet pointé par E à l'écran. Donc il faut que le type de cet objet possède un opérateur de sortie. Hein? Donc ça va bien. Hein. Quand j'écris A de int, ça va marcher. Quand je fais cout de un A, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en paramètre un objet comme ça où j'ai mis int ici. D'accord? Donc on reçoit dans la fonction d'écriture un objet A qui a un champ E qui est un int étoile. Donc j'ai un int étoile, quand je fais étoile, j'ai un int, et donc j'affiche un int sur la sortie, jusqu'à là, il n'y a rien de bien mystérieux. Là où ça va commencer à me poser de problèmes, c'est pour le type B. Donc je vais faire une définition, je vais faire peut-être passer en mode de démonstration, on va faire une petite expérience avant. Oui. Qu'est-ce que je vais faire je sais pas si vous voyez tous. C'est peut-être pas assez gros, si. Je sais jamais comment on grossit les machins ici. Donc j'ai repris mon code là qu'il y avait dans l'exemple. Simplement, je vais le simplifier. Voilà, je vais enlever ça. Pourquoi est-ce qu'on voit pas tout? Ah, j'ai mal copié. C'est bon. Donc là, voilà, tout va bien. Pour l'instant, je vais oublier le type B.
peux même oublier sa définition. Où est-ce qu'il est le type B? Il est là. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai simplement pris la classe A, elle est templatée, à l'intérieur il y a un pointeur vers le type du template, et puis j'ai un opérateur de sortie qui extrait cet attribut et cherche à l'afficher à l'écran. Donc si je compile ce machin-là, ça marche. Tu bol. Ah, j'ai bien 12. Pourquoi? Parce que dans le code, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand j'ai instancié add int, en fait, ce que je range à l'intérieur de l'objet, là, c'est l'adresse de l'entier i qui vaut 12. Donc quand j'affiche l'objet 1a, je veux aller chercher l'entier qui est pointé par la variable 1a. Si vous voulez que je fasse un dessin pour être bien certain, c'est ça que j'ai. Mon objet 1a, c'est un objet comme ça, à l'intérieur duquel il y a un pointeur qui pointe vers quoi? Vers un entier. C'est l'entier i qui vaut 12. C'est ça que j'ai. Et ce que je veux, c'est que quand j'affiche l'objet 1a, ça m'affiche 12. S'il y avait eu 14 dans l'entier, j'aurais affiché 14. Donc ça marche, visiblement. Je suis content. Maintenant, je veux que ça marche pour tous les types. Et là, je vais voir l'intrusion. C'est-à-dire, je me dis, bah, c'est simple. Maintenant, ça va marcher pour tous les types. Donc, je vais pouvoir, où est-ce que je suis? Je vais pouvoir créer une classe B. OK? Et puis, je vais me dire, OK, je vais créer un B, au même titre que j'avais créé un entier, puis ensuite j'avais créé un A de int. Je vais me créer un B, et je vais me créer un A de B. Qui pointe vers quoi? Ben, qui pointe vers mon objet 1B. C'est-à-dire que le dessin que j'ai cette fois, vous remplacez partout où il y avait int avec B, et donc j'ai un schéma comme ça. A2, c'est un objet comme ça, à l'intérieur duquel il y a un pointeur, qui pointe vers quoi? Vers un objet B, qui s'appelle 1B. C'est pas un entier, c'est un objet 1B. Mais c'est le même modèle. Là-dedans, c'est un pointeur vers un objet B, là c'est un pointeur vers un objet, vers un int. Donc je fais ça, je me dis tout va bien. Bien sûr, j'essaie d'afficher. Alors, première chose, avant de chercher à l'afficher, je vais voir si la définition marche. Donc, je ne vais pas l'afficher, je vais simplement essayer de construire l'objet. Hein. Je vais essayer d'instancier le type A avec la classe B et de regarder si j'arrive à construire ma variable. On va voir si ça marche. Ça doit. Bien sûr, alors d'abord il compile, il est content, c'est pas pour autant que ça marche, mais si j'exécute, tout se passe bien. Ça n'affiche rien, pour cause, hein. J'ai créé l'objet, mais je ne l'ai pas affiché, donc il risque pas de l'afficher. Je me dis tout va bien, c'est cool, ça marche, il instancie, donc je vais pouvoir l'afficher. Et si j'essaie de l'afficher, alors voilà typiquement, hein, vous voyez une erreur générée par un problème de template. C'est une seule erreur, ça. Hein. Ne vous méprenez pas. Vous avez l'habitude qu'une erreur prenne une ligne, mais ça, c'est une erreur. D'ailleurs, c'est écrit ici, une erreur générée. Bon, c'est normal, là, il essaie de faire une opération avec les templates. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de templates en cascade qu'il essaie d'appliquer. Donc, quand il dépile la mécanique pour vous dire où est l'erreur, évidemment, il vous dépile toute la mécanique du template. Donc, elle est grosse, la mécanique du template. Là. Mais en gros, en fait, c'est la dernière ligne ici qui devrait me mettre la puce à l'oreille. Il me dit, ah oui, mais vous êtes bien gentil, mais vous avez un problème quand vous appelez A2X. Alors, je ne sais pas encore sur quoi. Bon, c'est probablement ligne 12. Il faudrait peut-être que je regarde la première ligne. Peut-être qu'elle va m'aider aussi. Où est-ce que je suis? Où est mon curseur? Là. Peut-être la première ligne va-t-elle m'aider. Vous voyez, hein, c'est long. Hein. En général, vous êtes découragé, je sais, mais...
Une seule erreur. Hein. Je n'ai pas compté le nombre de lignes, mais... En fait, il râle, vous voyez, hein, pour CAout de A2. Ici, il me dit, vous avez un problème avec A2. Et le problème, il est là. C'est qu'il me dit, mais j'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser OS inférieur étoile de A.E quand A, c'est l'objet A2. C'est-à-dire un objet qui est du type A de B. Revenons sur le code. Donc en gros, j'appelle ça. Ça appelle cette fonction-là, avec ici B. Et donc il cherche à appliquer et OS inférieur étoile A.E. Et ça ne marche pas si A est un objet du type AB. Pourquoi? Parce que A, c'est un objet A de X. Donc pas de problème, il y a bien un champ E. Qui est de quel type? Qui est un B étoile. Jusque-là, tout va bien. Donc A.E, c'est un B étoile. Il prend l'étoile, donc il tombe sur un objet B. Et maintenant, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire un OS inférieur sur un objet B. Donc il cherche un opérateur surchargé pour OStream B. Mais ça, il n'y en a pas. Donc le problème, c'est que c'est intrusif. C'est-à-dire que cette définition-là, elle est intrusive pour le type X. Il faut absolument, pour que ça fonctionne, que l'attribut qui est caché dans les objets A de machin, c'est bien un type machin pour lequel il y a un opérateur. Donc si je veux que ça marche, il faut que je définisse un opérateur pour le type B. Si je veux le faire, j'ai qu'à le définir. Oui. OStream et opérateur. OStream et OS. Qu'est-ce qu'il me faut? Un A de B, par exemple? Pardon, un B. Il faut que je définisse pour le type B, pas pour le type A. C'est pour le type B que ça manque. Puis je fais pas de choses intéressantes. Hein. Je vais juste écrire OS, et puis je vais écrire coucou. Comme d'habitude, j'affiche des messages intelligents. Donc cette fois, c'est ce que je disais ici, il n'y avait pas de souci dans le premier cas parce que je cherchais à afficher un entier et l'affichage des entiers est prédéfini en C++. Mais là, le problème, c'est que ce template, quand j'avais essayé avec le type B, j'essayais d'afficher un objet B. Malheureusement, mon type B n'avait pas d'opérateur surchargé pour l'écriture sur flux de sortie. Donc, ça devrait marcher maintenant. Je compile. J'exécute. Voilà. Donc, j'ai bien coucou. Hein. Quand il a affiché l'objet B, j'affiche juste coucou. C'est un opérateur stupide, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, il y a des mécanismes qui sont cachés ici, dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous avez peut-être oublié, mais vous avez vu, ça veut dire que quand j'ai pas utilisé l'opérateur de sortie, le type A de X, il est correctement défini, il n'y a aucun souci. Hein. Pourvu que je n'essaie pas d'afficher l'attribut. Donc c'est pareil, il ne compile que ce qui est utile. Si vous ne cherchez jamais à afficher l'objet B, il n'y a pas de raison qu'il cherche à l'afficher de lui-même. Il compile que les choses dont il a besoin avec les templates. Donc on verra que ça servira de mécanisme à diverses... oui, ça servira de mécanisme dans des cas plus subtils. Alors, cette définition-là, en fait, elle a un... Oui, j'ai fait la même définition. Ah, il manque un petit commentaire encore. Je n'ai pas encore fini avec cette histoire de définition. Oui, ce qui me manque, c'est le problème, c'est que pour ça fonctionne. Pour que cette définition-là fonctionne, j'étais obligé de faire quelque chose que j'ai omis de vous commenter. C'est que j'ai été obligé de mettre cette ligne bizarre ici. Dans la classe A. Pourquoi est-ce que j'étais obligé de mettre cette ligne bizarre? Alors, il n'y a pas de nécessité à le mettre systématiquement. C'est fréquent, mais pourquoi est-ce que je l'ai mise? Pour une raison simple. Hein. Ici, je cherche à prendre l'objet A et je fais A.E. Donc, je vais essayer d'atteindre l'attribut E de l'objet A de X. Oh, très bien. Donc, je cherche à atteindre ce machin-là. Mais ce machin-là, il est privé. Malheureusement, ici, je ne suis pas dans la classe A. Hein.
C'est une fonction comme une autre. Hein. Elle s'appelle opérateur inférieur-inférieur, mais j'aurais pu l'appeler truc-muche. Ça ne changeait pas le problème. C'est une fonction qui n'est pas définie dans la classe A2X. Elle est définie en dehors. C'est une fonction comme sinus, comme logarithme, comme ce que vous voulez. Read, write, open. Donc le problème, c'est que ici, dans cette fonction, je tente d'atteindre l'attribut E de l'objet A qui est en paramètre et qui est du type A de X. A de X, ok? Bon, pour faire ça, il faut que cette fonction soit amie. Jusque-là, tout va bien. Alors le problème, c'est que la fonction, elle ne fait pas partie de la classe. Les fonctions amies ne font pas partie de la classe. Donc il faut que je définisse une relation d'amitié à l'intérieur d'une classe templétée vers une fonction qui est elle-même templétée. Donc, j'ai ma classe A qui est templétée, à l'intérieur de laquelle il y a une relation d'amitié qui est définie avec cette fonction, mais cette fonction, elle est elle-même templétée. Donc, voilà le double usage du template. Alors, cette définition que vous trouvez partout, elle n'est pas tout à fait correcte. Elle a des inconvénients, mais je ne vais pas trop insister, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'en fait, quand j'ai fait cette définition-là, il n'y a aucun lien entre ce T-là et ce X-là. Et ça peut être problématique. Vous allez me dire pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je peux très bien instancier cette classe A avec entier, et puis me débrouiller par ailleurs à ce que cette fonction soit aussi instanciée avec autre chose qu'un entier, mettons un flottant. Mais comme je suis ami avec n'importe quelle instanciation, ça veut dire que les A de int, ils pourraient jouer avec les A de float. Pas forcément ce que je veux. C'est compliqué à construire l'exemple, mais si vous voulez, je pourrais m'amuser à le voir. Bon. Néanmoins, la plupart du temps, c'est pas extrêmement dangereux, mais sachez que cette définition n'est pas la plus correcte qu'on puisse imaginer.